Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Ce soir, première compilation des threads d'horreur de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. De plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Installez-vous confortablement et commençons cette compilation. Le souffle de l'esprit. Je m'appelle Manoa, j'ai 23 ans et je vis à Poindimier, un petit village sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Je suis encore jeune et j'adore m'amuser avec mes amis. Mais aujourd'hui, une étrange rumeur a attisé ma curiosité. On raconte qu'une vieille maison abandonnée, perchée sur une colline surplombant le village, est hantée par l'esprit d'une femme décédée dans des circonstances tragiques. Piqué par l'envie de frissonner, j'ai décidé de me rendre sur place pour percer le mystère de cette légende. Le soleil commençait à se coucher lorsque j'ai atteint le pied de la colline. La végétation était dense et épineuse, le chemin escarpé et rocailleux. Chaque pas était un défi, chaque montée un combat contre la chaleur et l'épuisement. Mais la perspective de découvrir la maison et de vivre une aventure hors du commun me poussait à continuer. J'avançais, l'esprit bouillonnant d'images fantastiques. Enfin, après une heure d'ascension exténuante, j'ai atteint le sommet de la colline. La maison se dressait devant moi, sombre et menaçante. Ses murs de bois étaient rongés par les termites, son toit de chaume percé de trous béants. Le silence régnait autour de moi, brisé seulement par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles. J'ai senti une vague de froid me parcourir le corps. Un frisson de peur m'a fait frissonner. J'ai hésité un instant, le doute m'envahissant. Mais ma curiosité l'a emporté sur ma peur. J'ai poussé la porte de la maison et je suis entré à l'intérieur. L'obscurité était presque totale. Un rayon de lumière perçait à travers le toit, éclairant une pièce vide et poussiéreuse. Des toiles d'araignée pendaient aux poutres, des meubles délabrés gisaient dans un coin. Brusquement, j'ai entendu un bruit, comme un souffle dans le vent. Je me suis arrêté un instant, essayant de savoir d'où cela provenait. Une silhouette est apparue dans l'ombre. Une femme vêtue d'une robe blanche, ses cheveux blonds encadrant un visage pâle et inexpressif. Ses yeux étaient vides, reflétant l'absence de vie et de désir. J'ai crié de terreur et j'ai couru vers la sortie. La femme m'a poursuivi, ses pas silencieux dans la poussière. J'ai dévalé la colline, trébuchant sur les pierres et m'égratignant tout le corps. J'ai couru jusqu'au village, sans m'arrêter, sans regarder derrière moi. Je suis resté chez moi pendant plusieurs jours, enfermé dans ma chambre, hanté par le souvenir de la femme blanche. Le scarabée d'or. Je m'appelle Leïla, j'ai 35 ans et je suis conservatrice dans un musée du Caire en Égypte. J'adore mon métier, faire découvrir aux gens l'histoire et les secrets de ce pays fascinant. Pourtant, aujourd'hui j'ai accepté une mission qui me sort de ma zone de confort. Explorer un tombeau récemment découvert dans la vallée des rois. C'est le professeur Ben Sanoun, un éminent archéologue que je connais depuis longtemps, qui m'a contacté. Il cherchait une personne expérimentée et discrète pour l'accompagner, lui et son équipe, dans ce tombeau encore vierge de toute intervention humaine. J'ai hésité. L'exploration de tombeaux est illégale et dangereuse, et une part de moi me criait de refuser. Mais il m'a parlé de la découverte, un sarcophage intact, scellé depuis des millénaires, et la possibilité de mettre au jour des secrets enfouis depuis l'Antiquité. La passion de l'exploratrice et la curiosité historique l'ont emporté sur la prudence. J'ai accepté. Nous sommes descendus dans la profondeur de la terre par un étroit passage creusé dans la roche. L'air était lourd et humide, l'obscurité totale. Nous n'avions que nos lampes frontales pour éclairer le chemin. Le silence n'était rompu que par le son de nos pas et le halètement de notre respiration. Après plusieurs minutes d'une descente angoissante, nous sommes arrivés dans la chambre funéraire.
L'air y était encore plus oppressant, chargé d'une odeur de poussière et de temps. Au centre de la pièce, un sarcophage en granit noir trônait, ses hiéroglyphes sculptés scintillant sous la lumière de nos lampes. Le professeur Bensanou et son équipe étaient en effervescence. Ils prenaient des photos, des notes, analysant chaque détail du sarcophage. Moi, je restais en retrait, observatrice silencieuse. Un malaise grandissant en moi, un sentiment étrange et lourd. Mon regard s'est posé sur un scarabée d'or incrusté sur le sarcophage. Il brillait d'une façon inhabituelle, comme s'il dégageait une énergie maléfique. J'ai ressenti une vive envie de le toucher, de le prendre, mais je me suis retenu. Une voix intérieure me disait de ne pas le faire. Soudain, le sol s'est mis à trembler. Des pierres se sont détachées du plafond, menaçant de nous ensevelir sous une avalanche de débris. Nous avons crié de panique et nous nous sommes précipités vers la sortie. Mais la terre a tremblé de nouveau, plus violemment cette fois. Un énorme bloc de pierre a bloqué le passage, nous piégeant dans la chambre funéraire. Nous étions condamnés, prisonniers de l'obscurité et du silence. Le professeur, d'habitude calme et posé, était en proie à la panique. Nous étions à court d'air, nos lampes commençaient à faiblir. J'ai pensé au scarabée d'or, à son étrange énergie. Une force irrésistible m'a poussé vers lui. Je l'ai touché, et une chaleur intense a parcouru mon corps. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu appuyer dessus. Là, nous avons entendu un mécanisme s'enclencher. Le sol a tremblé à nouveau, et un passage s'est ouvert dans le mur, nous offrant une voie de sortie. Nous sommes sortis en courant, laissant derrière nous le tombeau et son secret. Nous avons pu regagner la surface, sains et saufs. Maintenant, je le sais, il ne faut jamais profaner les tombes des défunts. La cérémonie macabre. Je m'appelle José, j'ai 42 ans et je vis à Mexico. La vie ici est vibrante, colorée, rythmée par les traditions et les festivités. Aujourd'hui, un vieil ami, Don Miguel, m'a convié à une cérémonie ancestrale dans la jungle du Chiapas. Une cérémonie dite magique et sacrée, réservée à quelques initiés. Piqué par l'envie de vivre une expérience hors du commun, j'ai décidé de me lancer. Le voyage en lui-même était une aventure. Des heures à être ballotté dans le bus, des sentiers escarpés à travers la végétation luxuriante, des villages isolés où le temps semblait s'être arrêté. Enfin, nous sommes arrivés au campement, niché au bord d'une rivière tumultueuse. Une ambiance étrange flottait dans l'air, un mélange d'excitation et de crainte. Les participants, une vingtaine de personnes en tout, étaient vêtus de longues tuniques blanches et avaient le visage peint de motifs mystérieux. Don Miguel, le maître de cérémonie, a commencé les préparatifs. Il a allumé un grand feu au centre du campement qui a disposé autour de lui des offrandes, fruits, fleurs, encens et un étrange animal que je n'avais jamais vu auparavant. Le soleil se couchait, la nuit tombait, et les chants rituels commençaient à résonner dans la jungle. Une atmosphère de transe s'emparait du groupe. Les visages se transformaient, les regards devenaient hagards. L'animal a été sacrifié, son sang répandu sur le sol et sur les participants. Don Miguel a ensuite prononcé des incantations en langue maya, invoquant des esprits ancestraux et des forces obscures. J'étais terrifié, fasciné et horrifié à la fois. Je voulais m'enfuir, mais la montée d'adrénaline que je ressentais me poussait à rester. Brusquement, le ciel s'est illuminé d'une lumière aveuglante. Un rugissement assourdissant a retenti dans la jungle, et une silhouette immense est apparue dans la fumée. C'était une créature humanoïde, à la peau écailleuse et aux yeux rouges flamboyants. Elle semblait observer le groupe, avec une cruauté indicible. J'ai compris que j'avais été témoin d'un rituel diabolique, une cérémonie vouée à des forces malveillantes. J'ai perdu connaissance, et quand je me suis réveillé, le campement était vide. Je suis rentré à Mexico, traumatisé par les images que je garde en mémoire
de cette créature terrifiante. L'ombre dans le brouillard. Je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans et je vis seule dans une petite maison à Londres. Ma vie est simple, travail, transport en commun et solitude. Mais depuis quelques jours, une étrange sensation me hante. J'ai l'impression d'être suivi, un regard furtif dans la rue, une silhouette qui se dissimule dans l'ombre, un souffle dans mon dos. Au début, je me suis simplement dit que j'étais parano, que le stress du travail me jouait des tours. Mais les incidents se sont multipliés, devenant de plus en plus précis et effrayants. J'ai commencé à prendre des précautions. Je changeais mes itinéraires, rentrais plus tard le soir, demandais à des amis de me raccompagner. Mais la peur était toujours là, sourde et lancinante. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai aperçu une silhouette dans le brouillard. Un homme grand, vêtu de noir, me fixait avec des yeux froids et perçants. J'ai hurlé de terreur et je me suis enfui à toutes jambes. Le lendemain, j'ai décidé de porter plainte. La police a écouté avec attention, mais sans grande conviction. Ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire contre une personne qui n'a commis aucun délit. J'avais l'impression que le monde entier se refermait sur moi, que je n'avais aucune échappatoire. Un soir, alors que j'étais seul chez moi, j'ai entendu un bruit dans le jardin. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti pour voir. L'homme était là, immobile dans la nuit, son visage blafard éclairé par la lune. J'ai compris alors que je ne pourrais jamais fuir, que je devais affronter ma peur. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Ai-je crié. Il n'a rien répondu. Il a juste souri, un sourire cruel et glaçant. Je vais appeler la police, ai-je rajouté, en reculant pour rentrer chez moi et verrouiller la porte. J'avais à peine fait 2 pas qu'il lança d'une voix glaçante. Je ne t'en laisserai pas le temps. En une fraction de seconde, il s'est mis à courir vers moi à une vitesse folle. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi et de verrouiller la porte, qu'il était déjà là, à tambouriner comme un forcené pour pouvoir entrer. J'ai foncé en direction du salon, afin de récupérer mon téléphone sur la table basse. Mais je n'ai pas eu la possibilité de l'atteindre qu'il venait d'enfoncer ma porte et de pénétrer chez moi. Il a traversé la cuisine et m'est tombé dessus avant que je puisse déverrouiller mon téléphone et appeler la police. Il me plaqua au sol et je vis son visage, dont l'expression restera gravée dans ma mémoire. Son sourire était terrifiant, un mélange de triomphe, de désir et de haine. Son regard, quant à lui, m'a transpercé. Je ressentais le mal qu'il voulait me faire à travers ses yeux. Je pensais qu'à une chose, attraper mon sac à main. J'ai un petit couteau caché à l'intérieur pour me défendre. J'ai essayé de le pousser, de le griffer. Je me débattais autant que possible, malgré son poids qui bloquait mon corps. Je suis parvenu à le faire basculer sur le côté et à me défaire du poids de son corps. Je me suis redressé, j'ai attrapé mon sac à main et j'ai pris mon couteau. Au même moment, il se jeta à nouveau sur moi, sans voir ce que j'avais saisi. Mon couteau se planta dans son ventre, faisant couler son sang sur ma main. Il est tombé, j'ai mis sans douleur, mais encore en vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu les sirènes et j'ai vu les gyrophares par la fenêtre. La police a pris ma déposition et ont fait venir une ambulance pour l'homme, ainsi que pour moi. Les ambulanciers m'ont examiné et ensuite m'ont laissé reprendre mes esprits. Je suis resté là, stupéfaite, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La peur s'est dissipée, laissant place à un sentiment de vide et d'incompréhension. Mais au moins, je suis encore en vie. Le silence de la forêt. Je m'appelle Elijah, j'ai 45 ans et je vis avec ma femme Sarah dans une petite ville du Mississippi. Nous avons une vie plutôt simple et tranquille, mais aujourd'hui, une terrible nouvelle a bouleversé notre tranquillité. Notre ami d'enfance, Ethan, a disparu sans laisser de traces. Parti en randonnée dans la forêt il y a 2 jours, il n'est jamais revenu. La police a été alertée, des recherches ont été organisées, mais en vain. L'angoisse monte en moi à mesure que les heures passent. Ethan était un homme prudent, expérimenté.
Il connaissait la forêt comme sa poche. Qu'a-t-il pu lui arriver? Sarah est inconsolable. Elle pleure sans cesse, refuse de se nourrir et se perd dans des souvenirs d'enfance. Je suis là pour elle, mais je suis tout aussi inquiet et terrifié. Le lendemain, je décide de partir en forêt pour tenter de retrouver Ethan. Je connais chaque sentier, chaque recoin de cet endroit depuis mon enfance. Je suis persuadé de pouvoir trouver quelque chose. Après des heures de recherche, je tombe sur un indice, une branche cassée, des traces de pas dans la boue. Je suis la piste, poussé par l'angoisse de ce que je vais trouver. La piste me mène à une clairière isolée. Au centre, une cabane en bois délabrée, à moitié cachée par la végétation. Je m'approche prudemment, une vague de peur me submergeant. La porte est entr'ouverte. Je la pousse et découvre l'intérieur de la cabane. C'est un chaos indescriptible. Meubles brisés, objets éparpillés, et au fond, une silhouette gisant sur le sol. Je m'approche de la silhouette, le cœur serré. C'est Ethan. Son visage est figé dans une expression de peur, de terreur. Ses yeux sont hagards. Il est sans vie. Je tombe à genoux, brisé par la douleur et l'horreur. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qui a pu faire ça, mon ami? Le mystère de la disparition d'Ethan n'a jamais été résolu. La police a classé l'affaire faute de preuves. Mais pour moi, la vérité est claire. Quelqu'un s'en est pris à Ethan. Je n'ai jamais pu retourner dans cette forêt. Le souvenir de cette journée est gravé dans ma mémoire, une plaie béante qui ne se refermera jamais. Le regard obsédant. Je m'appelle Elena, j'ai 38 ans et je vis seule dans une petite maison isolée en Arizona. Le paysage aride et rocailleux qui m'entoure est d'une beauté sauvage, mais il peut aussi être oppressant par sa solitude. Un jour, un nouveau voisin emménage dans la maison en face de chez moi. Il est grand, la boule à zéro et a des yeux bleus. Il me sourit lorsqu'il me voit pour la première fois, mais son sourire me met mal à l'aise. Il y a quelque chose dans son regard qui me glace le sang. Dès le premier jour, je remarque des choses étranges. Des traces de pas dans le sable menant à ma porte, des objets déplacés dans ma maison, des regards furtifs à travers les fenêtres. La nuit, je suis réveillé par des bruits sourds provenant de la maison d'en face. J'ai l'impression qu'il me surveille. Il attend le bon moment pour frapper. La peur s'installe en moi, comme un poison. Je commence à voir des dangers partout. Chaque ombre, chaque bruit me fait sursauter. Je n'ose plus sortir de chez moi seul, et je me barricade dans ma maison la nuit. Un soir, alors que je suis seul chez moi, j'entends un bruit en face de chez moi. Je me précipite à la fenêtre et je le vois. Il est là, debout dans l'ombre d'un arbre, me fixant avec ses yeux bleus glaçants. Je suis tétanisé de peur, incapable de bouger. Il reste immobile pendant plusieurs minutes, puis il se retourne et disparaît dans la nuit. Le lendemain matin, je découvre une lettre anonyme sur mon palier. Il n'y a pas de mots, juste une image. Une photo de moi nu sous la douche prise à mon insu. Je suis envahi par la terreur. Je sais maintenant qu'il me surveille constamment, qu'il est capable de s'introduire chez moi sans que je ne m'en aperçoive. Je décide de me confier à la police, mais il m'explique que je n'ai aucune preuve que c'est bien lui le responsable. Je me sens seul et désemparé face à cet homme qui me harcèle et me menace. Un soir, alors que je rentre chez moi après une longue journée de travail, je suis attaqué par derrière. Je me bats de toutes mes forces, mais il est trop fort. Il me plaque contre le mur et me serre le cou avec ses mains. Je commence à suffoquer et je sens que je vais perdre connaissance. Mais brusquement, j'entends un aboiement furieux. Un chien surgit de nulle part et se précipite sur l'homme. Il lui mord la jambe et le fait reculer, me permettant de m'échapper. Je cours aussi vite que je peux et je me réfugie chez une voisine. Je regarde par la fenêtre en guettant son arrivée. Au même moment, ma voisine appelle la police en expliquant la situation. Je le vois arriver. Il boite et on peut voir qu'il laisse une traînée de sang derrière lui. Il se rend directement chez moi et contourne ma maison pour sûrement essayer de passer par la porte arrière. Au bout de quelques minutes, la police arrive et l'homme est arrêté à l'intérieur de ma maison. Il a tout retourné, me cherchant dans chaque recoin. Il s'agit d'un ancien détenu, libéré de prison quelques mois auparavant pour des faits de violence. Il est accusé de harcèlement, d'agression et de tentative de meurtre. Finalement, l'homme est reconnu coupable et condamné à une peine de prison ferme. Je suis soulagé, mais je sais que je ne serai jamais la même.
La peur et le traumatisme resteront gravés en moi pour toujours. J'ai déménagé dans une autre ville, loin de l'Arizona et de ses souvenirs douloureux. J'essaie de reconstruire ma vie, de retrouver la confiance et la sérénité. Mais chaque jour, je me souviens du regard obsédant de cet homme et je frissonne de peur. La créature des Landes. Je m'appelle Maureen, j'ai 38 ans et je passe des vacances en solitaire dans le Connemara en Irlande. La région est sauvage et magnifique, avec ses paysages verdoyants, ses lacs cristallins et ses falaises abruptes. Mais il y a quelque chose d'inquiétant dans l'atmosphère, une tension palpable dans l'air. Dès mon arrivée, je suis frappé par le silence qui règne partout. Le seul bruit est le chant des oiseaux et le vent qui murmure dans les arbres. Les villages que je traverse sont déserts, les maisons aux fenêtres closes. Les habitants me regardent passer avec des yeux froids et distants. Un soir, alors que je suis installé dans mon cottage isolé, je suis réveillé par un bruit étrange provenant de la lande. Des crissements, des chuchotements, des rires démoniaques. Je n'ose pas sortir pour voir de quoi il s'agit, et je reste terré dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, je décide de partir en randonnée dans les montagnes. J'espère que l'air frais et la nature m'aideront à oublier mes inquiétudes. Mais ma promenade tourne rapidement au cauchemar. Alors que je marche sur un sentier étroit, je tombe sur une vieille femme. Elle est vêtue de noir, son visage est ridé et ses yeux sont perçants. Elle me fixe avec un sourire énigmatique et me murmure quelques mots en gaélique que je ne comprends pas. Je suis glacé d'effroi, mais je ne peux détourner mon regard du sien. Il y a quelque chose dans ses yeux qui me fascine et me terrifie en même temps. Le lendemain matin, je me réveille avec une terrible douleur à la cheville. Je me suis tordu la cheville en marchant sur un rocher. Je suis incapable de marcher et je suis obligé de rester dans mon cottage. Je suis seul et isolé, sans téléphone portable et sans moyen de communication. Je commence à paniquer. Qu'est-ce que je vais faire? La nuit, je suis hanté par des cauchemars. Je vois des silhouettes danser dans la lande, des ombres qui se contorsionnent dans la lumière de la lune. Des murmures indistincts me glacent le sang et j'ai l'impression d'être observé en permanence. Je me réveille souvent en sueur, le cœur battant. J'ai peur de fermer les yeux, car je sais que je vais retomber dans ces rêves horribles. Un jour, alors que je suis seul dans mon cottage, j'entends un bruit à la porte. Je me précipite pour l'ouvrir, mais il n'y a personne. Je regarde dehors et je vois une silhouette noire s'enfuir dans les landes. Une nuit, je suis réveillé par un bruit de corbeaux. Je me précipite à la fenêtre et je vois une nuée de corbeaux s'envoler de la lande. Ils tournoient dans le ciel nocturne en poussant des crissements stridents. Je suis terrifié. Je sais que les corbeaux sont un symbole néfaste. Je me précipite dans la cuisine pour prendre un couteau et je me barricade dans ma chambre. Soudain, j'entends des coups à la porte. Je me plaque contre le mur, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Les coups deviennent plus forts, plus insistants. La porte vole en éclats et une créature monstrueuse se précipite dans la pièce. Elle est grande, avec un pelage long et noir, et des yeux rouges comme du sang. Ses dents sont pointues comme des crocs, et ses ongles sont longs et acérés. Je hurle de terreur et je me précipite vers la fenêtre. Je saute par-dessus le rebord et je m'enfuis dans la nuit. Je cours aussi vite que je peux, sans savoir où je vais. Je suis poursuivi par la créature. J'entends ses cris rauques derrière moi. Je trébuche et tombe. Je me retourne et la vois se dresser au-dessus de moi, ses yeux rouges me transperçant. Je ferme les yeux, priant pour être sauvé. Au bout de quelques instants, j'ouvre un œil et je vois la créature reculer, ses yeux fixés sur quelque chose derrière moi. Je tourne la tête et je vois la lumière du lever du soleil percer l'horizon, chassant les ténèbres de la nuit. La créature pousse un hurlement de frustration et court dans la brume matinale. Je suis en vie, mais je suis loin d'être sauvé. Ma cheville est tordue et je suis perdu au milieu de la lande irlandaise. Environ 2 heures sont passées quand j'entends des gens parler. C'est un groupe de randonneurs qui passe. Ils m'ont ramené en ville et j'ai été soigné à l'hôpital. Je ne suis pas encore prêt à retourner dans l'Irlande sauvage, mais je sais que je ne l'oublierai jamais. La route sanglante. Je m'appelle Kelly. J'ai 38 ans et je vis dans le Montana, un état sauvage et magnifique des États-Unis. Ce soir, la route est déserte, juste moi et mon pick-up sur une portion d'asphalte qui serpente à travers les montagnes. La nuit est noire comme du charbon, éclairée seulement par la faible lumière de mes phares. Le silence est oppressant
brisé uniquement par le ronronnement du moteur et le crissement des pneus sur la chaussée. Soudain, dans mon rétroviseur, j'aperçois une paire de phares qui me suivent. Ils sont loin, mais ils se rapprochent rapidement. Je me rassure en me disant que c'est probablement un autre automobiliste pressé. Mais quelque chose me trouble, une intuition qui me glace. C'est un poids lourd qui se rapproche. Ses phares aveuglants me brûlent les yeux. Il est énorme, un monstre d'acier qui fonce sur moi à une vitesse folle. Je serre le volant, la panique m'envahit. Je tente d'accélérer, mais il est trop tard. Le camion me percute violemment, me projetant hors de la route. Je perds connaissance. Lorsque je me réveille, je suis allongé sur le sol, la tête qui tourne. Le camion a disparu. Je suis seul, dans l'obscurité et le froid. Je me redresse, chancelante, et constate que j'ai plusieurs contusions ainsi qu'une vive douleur au niveau des côtes. Je me traîne péniblement sur le bord de la route, à la recherche de mon téléphone portable. Je dois appeler les secours, mais il est introuvable. A-t-il été projeté lors de l'accident ? La panique me gagne à nouveau. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne brusquement, le cœur battant la chamade. Une silhouette massive se dresse dans l'ombre. C'est un homme grand et large d'épaules. Il tient un couteau à la main. Je n'ai pas le temps de crier. Il se précipite sur moi, le couteau luisant dans la nuit. Je tente de me défendre, mais je n'ai plus la force de bouger. Il me plaque au sol et me poignarde sauvagement. La douleur est atroce, et je sens que je vais m'évanouir. Je me réveille dans un endroit sombre et humide. Je suis attaché à une chaise, mes mains et mes pieds ligotés. L'homme au couteau est en face de moi, un sourire cruel sur son visage. Tu as de la chance. Me dit-il d'une voix glaciale. Je n'ai pas l'habitude de laisser des témoins. Il s'approche de moi, le couteau toujours à la main. Je tremble de peur, incapable de prononcer un mot. Mais tu vas me divertir un peu avant que je ne me débarrasse de toi. Poursuit-il. Tu vas me raconter ton histoire. Je lui raconte ma vie, entrecoupée de ses rires cruels et de ses insultes. Il se moque de mes rêves, de mes ambitions, de mes espoirs. Il me réduit à néant, me broie sous le poids de sa haine. Je suis épuisé. Je n'ai plus envie de me battre. Je ferme les yeux, attendant la délivrance. Brusquement, j'entends un bruit à l'extérieur. La porte s'ouvre violemment et un homme en uniforme entre dans la pièce. C'est un policier, et il a une arme à la main. L'homme au couteau se précipite sur lui, mais le policier est plus rapide. Il tire 2 balles dans la poitrine de l'homme au couteau, qui s'effondre à terre. Le policier me libère de mes liens et me rassure. Je suis en sécurité. Le cauchemar est enfin terminé. Il fait appel à une ambulance de toute urgence, car mes blessures sont graves. Je sens mon sang, chaud, couler le long de mon corps. Je perds à nouveau connaissance. Je me souviens simplement de la voix du policier qui me dit de m'accrocher. Je me réveille quelques heures plus tard, à l'hôpital. J'ai eu une côte fracturée dans l'accident et les coups de couteau m'ont perforé l'estomac et le foie. Mais les médecins sont parvenus à me stabiliser et à me sauver. Je suis encore traumatisé par cette expérience horrible. Mais je suis reconnaissant d'être en vie. J'ai appris à quel point la vie est précieuse et je compte bien en profiter à chaque instant. Le chat. Je m'appelle Fiona. J'ai 36 ans et je vis avec mon mari Liam, 42 ans, et notre fils Finn, 5 ans, dans un petit village du nom de Glencoe en Écosse. Un endroit paisible, entouré de montagnes et de forêts, où rien ne semble pouvoir troubler la tranquillité. Mais tout cela est sur le point de changer. Il y a quelques semaines, nous avons trouvé un chat errant sur notre chemin. Un chat noir aux yeux jaunes perçants, qui semble nous observer avec une attention particulière. Finn a tout de suite été fasciné par cet animal et a supplié son père de le garder. Contre mon gré, Liam a accepté. Nous l'avons appelé Balor. Dès son arrivée dans notre maison, Balor s'est montré étrange. Il se cachait dans les recoins sombres, fixait Finn avec un regard inquisiteur et miaulait de manière lugubre. La nuit, j'étais souvent réveillé par des bruits étranges provenant du salon. Le comportement de Finn a également commencé à changer. Il devenait irritable, colérique,
et se mettait à parler à bas-l'heure dans une langue que nous ne comprenions pas. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé Finn en train de dessiner des symboles étranges sur le sol avec du charbon. Il m'a dit que Balor lui avait demandé de le faire. La peur s'est désormais installée en moi. J'étais convaincu que Balor n'était pas un chat ordinaire. J'ai essayé de parler à Liam de mes inquiétudes, mais il ne me croyait pas. Il pensait que j'étais simplement fatigué et stressé par le travail. Un jour, en allant chercher Finn à l'école, j'ai vu une vieille femme qui me fixait avec des yeux perçants. Elle m'a dit que Balor était un chat maudit et que Finn était en danger. Elle m'a donné une amulette et m'a dit de le mettre autour du cou de Finn. Cette nuit-là, j'ai été réveillé par les crissements du lit. Je me suis précipité dans la chambre de Finn et j'ai vu une scène terrifiante. Balor était sur son lit. Ses yeux jaunes brillaient dans l'obscurité et Finn était en train de léviter au-dessus de son lit. J'ai attrapé l'amulette que la vieille femme m'avait donnée et je l'ai jetée autour du cou de Finn. Le chat a poussé un hurlement de rage et a disparu dans la nuit. Finn est tombé au sol, inconscient. Je l'ai serré dans mes bras, tremblante de peur et de soulagement. Le cauchemar était enfin terminé. Finn s'est réveillé quelques minutes plus tard, sonné et confus. Il ne se souvenait de rien. Nous avons quitté Glencoe quelques jours plus tard, incapables de supporter le souvenir de ce que nous avions vécu. Nous avons emménagé dans une nouvelle ville, loin des montagnes et des forêts, et ainsi loin du souvenir de Balor. Mais la peur ne nous a jamais quittés complètement. Chaque nuit, je me réveille en sursaut, craignant de voir ce chat aux yeux jaunes perçants surgir dans l'obscurité. L'enlèvement. Je m'appelle Isabella, j'ai 35 ans et je vis à Rio de Janeiro avec mon mari Ricardo, 38 ans, et notre fille Camila, 12 ans. Nous sommes une famille ordinaire, vivant une vie paisible dans un appartement modeste de Copacabana. Mais tout cela est sur le point de basculer. Il y a quelques semaines, alors que nous rentrions de vacances, nous avons trouvé notre porte d'entrée entr'ouverte. Inquiets, nous sommes entrés et avons découvert notre appartement sans dessus-dessous. Les tiroirs étaient ouverts, des vêtements éparpillés par terre et des objets brisés jonchaient le sol. Mais le plus terrifiant était le message écrit en lettres de sang sur le mur. Vous êtes les prochains. La peur était maintenant présente. Nous ne savions pas qui était responsable de ce message macabre, ni de ce qu'il voulait dire. Nous avons décidé de porter plainte auprès de la police, mais ils n'ont pas pris notre affaire au sérieux. Ils nous ont dit que c'était probablement juste un mauvais tour et que nous devions nous calmer. Mais nous ne pouvions pas nous calmer. La peur nous rongeait de l'intérieur. Nous n'osions plus sortir de chez nous, de peur d'être attaqués. Camilla ne pouvait plus aller à l'école et dormait avec nous toutes les nuits. Le soir, alors que nous étions endormis, nous avons été réveillés par des bruits étranges provenant de l'extérieur de notre appartement. Nous sommes allés regarder par la fenêtre et avons vu une silhouette sombre se faufiler dans l'ombre. Nous étions terrifiés. Nous nous demandions si l'homme au message était de retour. Le lendemain matin, ne voyant pas Camilla dans notre lit, nous nous sommes précipités dans sa chambre. Elle était vide. La peur nous a serré le cœur. Nous avons appelé, fouillé l'appartement, mais elle était introuvable. Soudain, le téléphone a sonné. C'était une voix d'homme rauque et menaçante. Vous avez 24 heures pour me donner l'argent. Sinon, vous ne retrouverez jamais votre fille. Ricardo a hurlé de rage. J'étais tétanisé, incapable de penser. Nous n'avions pas d'argent, pas la somme qu'ils exigeaient. Les heures suivantes ont été un cauchemar. Nous avons supplié la police de nous aider, mais ils étaient impuissants. Nous étions seuls face à cet homme cruel qui menaçait la vie de notre fille. Le temps passait, inexorablement. À chaque minute qui s'écoulait, l'espoir s'amenuisait. Nous étions à bout de force, résignés à l'impensable. Puis, juste avant l'expiration du délai, un miracle s'est produit. La police a appelé. Ils avaient retrouvé Camilla saine et sauve dans un quartier abandonné de la ville. L'homme n'a jamais été retrouvé, mais la peur, elle, est restée gravée en nous pour toujours. Si tu es encore là après ces récits, tout d'abord merci. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de cette compilation. Le diable d'acier.
Je m'appelle Owen. J'ai 25 ans et je vis à Londres avec mon meilleur ami Elliot, 27 ans. Ce soir, comme tous les samedis soirs, nous sommes de sortie dans un pub de East End. L'ambiance est festive et nous sommes bien décidés à profiter de la nuit. Elliot est un grand fêtard, toujours partant pour rigoler et s'amuser. Moi, je suis un peu plus réservé, mais je me laisse entraîner par son enthousiasme. Ce soir, nous avons décidé de tester un nouveau pub, le Diable d'Acier. Un endroit sombre et mystérieux, avec une réputation sulfureuse. On raconte que c'est l'ancien repère d'une bande de criminels et que des phénomènes étranges y produiraient encore de nos jours. L'atmosphère est électrique. La fumée des cigarettes et des pipes flotte dans l'air et les conversations animées des clients créent un vacarme assourdissant. Nous commandons des bières et nous nous installons à une table dans un coin sombre. Le temps passe vite et nous sommes bientôt pris dans le rythme endiablé de la musique. Vers 2 heures du matin, nous décidons de rentrer chez nous. La nuit est noire et le froid commence à se faire sentir. Nous marchons dans les rues désertes, éclairées seulement par les lampadaires jaunâtres. Soudain, nous entendons un bruit de pas derrière nous. Nous nous retournons et apercevons une silhouette qui se faufile dans l'ombre. « Qu'est-ce que c'était ?» chuchote Elliot, la voix tremblante. Je lui réponds que je ne sais pas, mais le stress et la peur commencent à monter en moi. La silhouette se rapproche de nous. Nous distinguons maintenant un homme grand, vêtu d'un sweat à capuche. Son visage est caché par sa capuche. « C'est le Spring-Heeled Jack !» hurle Elliot. Pris de panique, nous nous précipitons dans la direction opposée. Mais l'homme est plus rapide que nous. Il nous rattrape en quelques secondes et nous bloque le passage. « Vous ne me fuirez pas !» dit-il d'une voix rauque. Elliot se met à genoux, implorant l'homme de nous épargner. Je suis tétanisé par la peur, incapable de bouger. L'homme s'approche d'Elliot et le saisit par le col. Il hurle de douleur et ses yeux se révulsent. Sans même prendre conscience de mes pensées, je crie d'un coup. « Non, laisse-le !» L'homme me fixe de ses yeux froids, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Sinon quoi ?» Je ferme les yeux, pensant que c'est fini pour moi. Mais soudain, j'entends un bruit de verre brisé. Une bouteille de bière vole dans les airs et frappe un mur à quelques pas de nous. L'homme lâche Elliot, affolé, et regarde autour de lui, scrutant chaque recoin, à la recherche du responsable. Je profite de l'occasion pour attraper Elliot et le tirer vers moi. Nous nous enfuyons à toutes jambes, l'homme hurlant de rage derrière nous. Nous courons dans les rues désertes, l'homme à nos trousses. Nous sommes épuisés, mais l'adrénaline provoquée par le stress de la situation nous permet de continuer sans nous arrêter. Enfin, nous débouchons sur une place éclairée. Les gens sont présents, discutant et riant. Nous précipitons vers eux, implorant leur aide. L'homme nous voit et comprend qu'il ne peut plus nous atteindre. Il se retourne et s'enfuit dans l'ombre, disparaissant dans la nuit. En rentrant, je demande à Elliot pourquoi il a appelé le Spring-Heeled Jack. Il me répond que c'est un homme qui saute par-dessus les murs et attaque les gens avec ses griffes métalliques. Effectivement, à cause du noir et du stress, je n'avais pas remarqué les griffes en métal qu'il avait. Mais en voyant le coup d'Elliot, je comprends la douleur qu'il a ressentie quand l'homme l'a saisi par le col. Le lendemain, nous sommes allés au commissariat pour déposer plainte. La policière qui nous reçoit nous explique que nous ne sommes pas les seuls, mais que nous avons eu plus de chance que certains. Pour le moment, l'homme court toujours, sûrement à la recherche de nouvelles victimes. Les proies du Slenderman. Je m'appelle Elena, j'ai 17 ans et je vis dans un petit village de la forêt noire en Allemagne. Un village paisible, où tout le monde se connaît et où il ne se passe jamais rien. Enfin, c'est ce que je croyais. Ce soir, comme tous les soirs, je suis avec mes amis, Moritz, Anton et Lina, dans notre cabane en bois au fond des bois. Un endroit secret que nous avons aménagé pour se retrouver et partager nos histoires effrayantes. La nuit est tombée et les arbres projettent des ombres menaçantes sur la cabane. Le vent hurle dans les branches et les feuilles mortes craquent sous nos pieds. Une ambiance parfaite pour se faire peur. Moritz se met à parler d'une légende, celle du Slenderman. Un être grand et mince vêtu d'un costume noir
avec des bras plus grands que la normale et un visage sans traits. On dit qu'il erre dans la forêt à la recherche d'enfants à capturer. Un frisson me parcourt le dos. J'ai toujours été sensible aux histoires effrayantes, et celle-ci me touche particulièrement. J'essaye de me rassurer, disant que ce n'est qu'une légende et qu'il n'existe pas. Mais mes amis ne sont pas convaincus. Ils me racontent des histoires qu'ils ont entendues, des témoignages de personnes qui ont aperçu le Slenderman dans la forêt. L'atmosphère devient de plus en plus pesante. Nous sommes tous tendus, à l'écoute du moindre bruit. Soudain, nous entendons un craquement dans les branches. On est tétanisé. Le rythme cardiaque à 2 doigts de l'explosion. Le craquement se reproduit, plus proche cette fois. Qu'est-ce que c'était? Chuchote Lina, la voix tremblante. Je n'ai pas le temps de répondre. Une longue silhouette se dessine dans l'obscurité, juste devant la cabane. C'est le Slenderman. Il est exactement comme on le décrit dans les légendes. Grand, mince, vêtu d'un costume noir, avec des bras beaucoup trop longs et un visage sans traits. Ses yeux vides nous fixent. Le silence est total. Le Slenderman se met à avancer vers la cabane. Nous sommes tétanisés par la peur, incapables de bouger. Il tend ses bras vers nous, ses longs doigts griffus prêts à nous saisir. Je me dis que c'est fini pour nous, qu'il va nous attraper. Mais soudain, un bruit de moteur retentit. Une voiture arrive à toute vitesse et s'arrête devant la cabane. Un homme en sort, un garde forestier. Il a l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il. On se précipite vers lui en lui criant que le Slenderman est juste là. Mais, en nous retournant, on constate qu'il est déjà parti. Le garde forestier nous raccompagne chez nous. Il nous explique qu'il a reçu un appel signalant une présence suspecte dans la forêt, et qu'il ne faut pas croire toutes ces histoires folles concernant le Slenderman. Nous n'avons jamais revu le Slenderman, mais nous savons qu'il est toujours là, quelque part dans la forêt, attendant sa prochaine victime. La folie. Je m'appelle Evelyne, j'ai 25 ans et je vis seule dans un appartement en ville. Un appartement moderne et spacieux, dans lequel j'ai emménagé il y a quelques mois après une rupture difficile. Je pensais que ce nouveau départ me permettrait de tourner la page et de retrouver un semblant de vie normale. Mais depuis quelques semaines, une étrange sensation m'envahit dès que je franchis le seuil de ma porte. Un sentiment d'oppression, comme si une présence invisible me suivait dans chaque pièce. Le silence est devenu assourdissant, chaque bruit me fait sursauter, et la nuit, je suis incapable de dormir, assailli par des rêves étranges et des murmures dans le noir. Au début, j'ai essayé de me rassurer, en me disant que c'était simplement le stress lié à mon emménagement et à ma rupture. Mais les jours passent, et les sensations s'intensifient. J'ai l'impression de devenir folle. Je commence à perdre la raison. Je suis irritable, nerveuse, je fais des erreurs au travail. Mes amis s'inquiètent pour moi, me questionnent sur mon changement d'attitude, mais je ne peux pas leur expliquer ce que je ressens. J'ai peur qu'ils me prennent pour une folle. Le soir, je me réfugie dans mon appartement, espérant y trouver un peu de calme. Mais en vain. L'oppression est toujours là, le silence est toujours assourdissant, et les murmures dans le noir sont de plus en plus clairs. Je suis seul, perdu dans cet appartement qui me semble de plus en plus hostile. Un soir, je suis assise sur mon canapé, perdu dans mes pensées, quand j'entends un murmure. Un murmure doux et plaintif, qui semble venir de nulle part. Je me lève, parcouru par un frisson de peur, et je vais dans la cuisine. Le murmure est plus fort ici. Il semble venir du mur. Je me rapproche du mur, sentant mon cœur s'affoler, et je pose mon oreille contre la surface. Le murmure est de plus en plus clair. Je peux distinguer des mots, des phrases. « Evelyne, Murmure la voix. Evelyne, je suis là. Je suis terrifié. Je veux m'enfuir, mais je suis paralysé par la peur. Evelyne, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu, seul et terrifié. Le murmure continue. Il me raconte des histoires, des secrets, des choses que je ne suis pas censé savoir. Des histoires d'horreur, de folie et de souffrance. Je suis fasciné et horrifié à la fois. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter. Le murmure devient de plus en plus fort. Il envahit mon esprit.
me consume de l'intérieur. Je commence à perdre la notion du temps et de la réalité. Le lendemain matin, on me retrouve inconsciente dans mon appartement. Je suis transportée à l'hôpital où je passe plusieurs semaines en observation. Les médecins ne trouvent aucune explication à mon état. Ils me disent que je souffre d'une crise de psychose aiguë et que j'ai perdu le contact avec la réalité. Je suis sorti de l'hôpital, mais je ne suis plus la même. Le murmure est toujours là, dans ma tête. Il me hante jour et nuit. Je sais que je ne serai jamais guéri. Et j'ai appris à vivre avec le murmure. Il fait partie de moi maintenant. Je ne sais pas qui il est, ni d'où il vient. Mais je sais qu'il ne me quittera jamais. Je suis seul, perdu dans un monde de silence et de folie. La danse macabre. Je m'appelle Stella, j'ai 22 ans et je suis étudiante en art à Paris. La vie est belle, j'ai des amis formidables, un petit ami aimant et des rêves plein la tête. Mais tout cela est sur le point de basculer. Ce soir, comme tous les vendredis soirs, je me rends à une soirée dans un squat désaffecté en banlieue parisienne. Un lieu underground et branché, où l'on peut danser, s'amuser sans se soucier des conventions. La musique est forte, les lumières sont tamisées et les gens sont déjà bien éméchés. Je me laisse hyper par le rythme endiablé et je danse avec mes amis, insouciante. La musique s'arrête brusquement. Un silence assourdissant s'installe. Une silhouette se dessine dans l'obscurité au fond de la salle. Un homme, grand, vêtu d'un t-shirt et d'un jean. Ses yeux sont cachés par un masque noir et il porte des gants. Un frisson me parcourt le dos. Je ne sais pas pourquoi, mais cet homme me terrorise. L'homme s'avance lentement vers la foule. Il sort un couteau, sa lame brillante dans la lumière stroboscopique. Les gens crient, paniquent et se précipitent vers la sortie. Mais l'homme est rapide. Il bloque le passage et commence à frapper. Un premier cri retentit. Un homme s'effondre, le corps ensanglanté. Le chaos s'installe, c'est la panique totale. Je suis tétanisé par la peur. Je n'arrive pas à bouger. L'homme se dirige vers moi. Il sourit, un sourire démoniaque. Je ferme les yeux, redoutant l'issue fatale. Soudain, un cri retentit. Un cri de rage. Un homme se précipite sur l'homme au couteau. Il le plaque au sol et le frappe à coups de poing. C'est mon petit ami. Il est arrivé juste à temps. Mais l'homme au couteau est plus fort. Il se dégage de l'emprise de mon petit ami et le poignarde dans le dos. Mon petit ami s'effondre, inconscient. L'homme au couteau se tourne vers moi. Il lève son couteau, prêt à frapper. Un premier coup de couteau dans mon épaule. À ce moment-là, dans ma tête tout est clair. C'est la fin. Un coup de feu retentit d'un coup. L'homme au couteau s'effondre. Un policier arrive, son arme à la main. Il a tiré sur l'homme au couteau, le neutralisant juste à temps. Je suis en vie. Je suis sauvé. Mais je suis blessé. Je suis transporté à l'hôpital où je suis soigné. Je suis encore traumatisé par ce que j'ai vécu. J'ai perdu des amis cette nuit-là. Des amis que je ne reverrai jamais. Mon petit ami est gravement blessé, mais il va s'en sortir. La vie continue, mais elle ne sera plus jamais la même. Le labyrinthe. Je m'appelle Charlotte et je vis avec mon conjoint Ben dans une petite maison isolée en pleine forêt. Un endroit paisible et charmant que nous avons rénové avec amour il y a quelques mois. Mais depuis quelques semaines, une étrange sensation m'envahit dès que je rentre chez moi. Un sentiment de malaise, comme si j'étais surveillé dans ma propre maison. La nuit, je suis terrifié par des rêves étranges et des murmures dans le noir. Ben me rassure, me dit que c'est juste le stress lié à notre nouveau travail. Mais je sens bien qu'il y a autre chose. Un soir, Ben et moi sommes assis dans le salon, en train de regarder un film. Soudain, nous entendons un bruit sourd provenant de la cuisine. Ben se lève pour aller voir. Incapable de bouger, mon cœur tambourine dans ma poitrine. J'entends Ben crier. Je me précipite dans la cuisine et le découvre allongé sur le sol, inconscient. À côté de lui, une silhouette sombre se dessine dans l'obscurité. La silhouette s'approche de moi. Je suis tétanisé par la peur. Je n'arrive pas à bouger.
Elle se penche vers moi et me murmure à l'oreille. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Je ferme les yeux et je m'évanouis. Lorsque je me réveille, je suis seul à la maison. Ben a disparu. Je le cherche partout, en vain. Je suis perdu, seul et terrifié. Je décide de m'enfuir. Je cours dans la forêt sans savoir où je vais. Je suis épuisé, mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois fuir cet endroit. Soudain, je me retrouve dans un labyrinthe. Un labyrinthe de verdure, dense et impénétrable. Je suis perdu. Je ne sais plus où je suis. J'erre dans le labyrinthe depuis des jours. Je suis à bout de force. Je sais que je ne vais jamais m'en sortir. Je suis condamné à errer, ici, pour l'éternité. Disparition dans les profondeurs de l'esprit. Je m'appelle Madison. J'ai 25 ans et je vis seul au bord d'un lac immense. La nature est mon seul refuge, mon seul ami. Le silence m'apaise, me berce dans une douce mélancolie. Mais aujourd'hui, le silence est différent. Il est oppressant, pesant, comme une chape de plomb sur mon âme. Depuis quelques jours, une étrange sensation m'habite. Un sentiment d'être observé, traqué, même chez moi. Chaque craquement de bois, chaque murmure du vent me fait sursauter. La peur s'installe insidieusement en moi, me privant de sommeil et de tranquillité. La nuit est tombée et le vent hurle encore plus fort. Je suis seul, enfermé dans ma maison, prisonnière de mes propres pensées. Des murmures parcourent mon esprit, des voix froides et cruelles qui me chuchotent des mots terribles. Tu es seul. Chuchote une voix, Tu n'as personne. répond une autre. Le froid est intense et je tremble de peur. Les murs de ma maison semblent se refermer sur moi, m'étouffant, me privant d'air. Je suis seul face à mes démons, face à la terreur qui m'envahit. Chaque jour qui passe me rapproche de la folie. Je sursaute au moindre bruit. Je vois des visages dans les ombres, j'entends des cris dans le silence. La réalité se confond avec l'illusion, et je ne sais plus distinguer le vrai du faux. Suis-je en train de perdre la raison, ou suis-je vraiment victime de quelque chose? La question me hante jour et nuit, me rongeant de l'intérieur. Je n'ose plus sortir de chez moi, de peur de croiser ces silhouettes furtives que j'entrevois dans la forêt. La solitude me pèse, mais je n'ai plus confiance en personne. Je ne peux plus fuir, je ne peux plus me cacher. Je dois affronter mes peurs, découvrir la vérité. Un soir, alors que la lune éclaire la forêt d'une lueur blafarde, je m'aventure dans les bois. Les branches semblent se tordre comme des griffes menaçantes, et le silence est assourdissant. Soudain, une silhouette se détache de l'obscurité. Une femme, vêtue de noir, aux cheveux longs et ébènes, me fixe avec des yeux vides et froids. « Tu es à moi maintenant. » murmure-t-elle d'une voix glaciale. Son visage se tord dans un sourire cruel, et je sens une terreur indicible m'envahir. Je suis paralysé, incapable de bouger, de crier, de respirer. La femme s'approche de moi, ses yeux perçants fixant les miens. Elle tend sa main, et ses doigts glacés effleurent mon visage. « Tu n'as jamais été seul. Chuchote-t-elle. Nous sommes toujours avec toi. » Et puis plus rien. Le noir, le silence, le néant. Je me réveille sur le sol de ma maison, le corps endolori et la tête pleine de visions cauchemardesques. Suis-je resté inconsciente pendant des heures? Ou ai-je vraiment pénétré les profondeurs de mon esprit? Je me lève et me dirige vers la fenêtre. Le soleil brille et les oiseaux chantent dans les arbres. La vie continue comme si rien ne s'était passé. Mais je sais que la vérité est différente. Les jours qui suivent sont difficiles. Je suis hanté par les souvenirs de la femme et de ses paroles glaçantes. Je ne sais pas si elle était un être démoniaque, une hallucination, ou une manifestation de mes propres angoisses. Mais son impact est indéniable. La solitude me pèse encore plus, mais je ne peux plus me permettre de céder à la paranoïa. Je dois reprendre le contrôle de ma vie, de mon esprit. Je commence par me débarrasser des objets qui me rappellent la nuit de mon expérience. Je nettoie la maison,
ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière et l'air frais. Je sors de chez moi, même si la forêt me semble encore plus hostile qu'avant. Chaque jour est une lutte. Les murmures reviennent parfois et les ombres semblent danser dans le coin de mon œil. Mais je refuse de me laisser submerger. Je me force à sortir, à parler à des gens, à retrouver une vie normale. Un jour, en fouillant dans le grenier, je tombe sur un vieux journal intime de ma grand-mère. Elle aussi, apparemment, a vécu des moments de solitude et de paranoïa dans ce même chalet. Elle évoque des voix nocturnes et un sentiment d'être observée. Une sensation de froid me parcourt le corps. Je ne suis donc pas folle. Ma grand-mère a vécu quelque chose de similaire. Mais que peut bien signifier tout cela? Y a-t-il une histoire tragique liée à ce chalet? Je décide de me renseigner sur le passé de la maison. Je me rends à la bibliothèque du village et passe des jours à consulter des archives et des journaux locaux. Finalement, je découvre une histoire oubliée. Il y a plusieurs décennies, une jeune femme a disparu mystérieusement dans ce chalet. La police n'a jamais retrouvé sa trace et l'affaire reste non élucidée. Un frisson me traverse. Est-ce un simple hasard ou la femme que j'ai vue était-elle liée à cette disparition? La découverte de cette histoire ne me rassure pas, mais elle m'indique une direction. Je décide de contacter un spécialiste des phénomènes paranormaux, espérant qu'il puisse m'aider à comprendre ce qui se passe. Ensemble, nous passons des nuits entières dans le chalet, à la recherche d'activités paranormales. Nous installons des caméras, enregistrons des sons, et passons au crible chaque pièce à la recherche d'indices. Une nuit, alors que nous sommes plongés dans le noir complet, des sons étranges se font entendre. Des chuchotements, des pas, des craquements. La frayeur me serre la gorge, mais je me force à rester calme. Soudain, une silhouette se dessine sur un écran de vision nocturne. C'est la femme en noir, son visage spectral flottant dans l'obscurité. En suivant les instructions du spécialiste, je lui parle, ne cédant pas à la panique. Je lui ordonne de partir, de me libérer de son emprise. Un long silence s'ensuit, puis la silhouette se dissout lentement. Le calme revient, lourd mais rassurant. Le jour se lève et le soleil inonde la maison de sa lumière. Le spécialiste me confirme que l'activité paranormale a cessé. Il n'est pas certain de la nature exacte de l'entité, mais il pense que mon courage et ma volonté de combattre l'ont chassée. Je suis épuisé et mes nerfs sont à vif. Et pour la première fois depuis des semaines, je sens un poids se soulever de mes épaules. J'ai affronté mes peurs, j'ai élucidé le mystère du chalet et j'ai retrouvé une certaine forme de paix. Les jours passent paisiblement. Je reprends une routine que je ne pensais pas pouvoir avoir à nouveau. Un soir, je me glisse dans mon lit en pensant passer une nuit tranquille, au chaud. Je commence à sombrer dans un sommeil profond quand une voix surgit dans mon esprit. Tu n'es pas seul. J'ouvre les yeux et la terreur me submerge quand je vois devant moi les yeux de la femme. L'ombre veille. Je m'appelle Avri et j'ai 22 ans. Actuellement, j'observe le blizzard depuis le canapé, blotti contre Paul, mon conjoint. Un silence pesant s'est abattu sur la vallée depuis notre arrivée. Un silence oppressant qui semble vibrer d'une sourde menace. La chaleur du feu crépite dans la cheminée, mais ne parvient pas à dissiper le froid qui s'est infiltré en moi. Je frissonne, pas seulement à cause du froid. Une sensation de malaise m'étreint, comme si des yeux invisibles nous observaient depuis les ténèbres. Paul me serre contre lui, sentant sans doute mon inquiétude. « Tu as froid ?» murmure-t-il, sa voix douce contrastant avec la violence du vent. Je hoche la tête, incapable de parler. Une boule d'angoisse me serre la gorge. Cette nuit, les rêves se transforment en cauchemars. Les murmures indistincts me hantent. Des silhouettes dansent dans l'obscurité et un froid glacial me transperce le corps. Je me réveille en sursaut, le cœur battant la chamade. Paul dort paisiblement à mes côtés, ignorant mon agitation. La lumière du matin filtre à travers les volets, mais n'apporte aucun apaisement. Le silence est toujours là, plus pesant que jamais. Je me lève et me dirige vers la cuisine. En passant devant la cheminée,
Je remarque une inscription gravée sur le bois. L'ombre veille. Mon sang se fige. Un frisson me parcourt le dos. La journée s'écoule dans une ambiance morose. La neige continue de tomber, coupant le chalet du monde extérieur. L'angoisse monte en moi, comme une vague inexorable. Chaque grincement, chaque souffle dans le vent me fait sursauter. Paul tente de me rassurer, mais je sens qu'il est lui aussi inquiet. Il ne le dit pas, mais je vois la peur dans ses yeux. Le soir venu, l'obscurité envahit le chalet. Les ombres dansent sur les murs, prenant des formes grotesques. Des bruits étranges se font entendre, des chuchotements, des rires étouffés, des pas feutrés. Je suis terrifié. Je me recroqueville dans le lit, serrant Paul contre moi. Soudain, un hurlement strident retentit dans la nuit. Un hurlement de douleur et de rage. Je me fige, terrorisé, et ne bougeons plus de la nuit. Le lendemain matin, le soleil brille. La neige a cessé de tomber. Le silence est revenu, mais il est différent. Paul a disparu. Je le cherche partout, en vain. Le chalet est vide. En repassant près de la cheminée, j'aperçois encore l'inscription. L'ombre veille. Je suis seul, perdu dans ce paysage de glace et de silence. La panique me tétanise. Je crie son nom, ma voix se brisant dans l'air glacial du chalet. Mais il n'y a aucune réponse. Je me précipite vers la porte d'entrée, mais une force invisible la bloque. Je secoue la poignée, en vain. Elle est scellée de l'intérieur. Hystérique, je frappe sur la porte en hurlant. Mes poings s'écorchent, le son résonne lugubrement dans le silence. Je m'effondre au sol, des larmes brûlantes collant sur mes joues. La peur se transforme en une certitude glaciale. Paul n'est pas parti. Il lui est arrivé quelque chose. Je retourne vers la cheminée, fixant l'inscription. Mes doigts tremblent en la frôlant. Le bois est froid et lisse, comme s'il avait été récemment poli. Un bruit me fait sursauter, un faible grattement provenant du plafond. Mon sang se glace. Je lève les yeux vers les poutres sombres, scrutant l'obscurité. Un frisson me parcourt le corps. Serait-ce là-haut, dans le grenier? Une force invisible me pousse vers l'escalier. Je monte les marches en bois qui grincent, mes jambes tremblant à chaque pas. En haut, la poussière et les ténèbres m'enveloppent. Je ne vois rien, mais je sens une présence qui m'observe. J'avance à tâtons, guidé par une lueur faible au fond de la pièce. Là, dans un coin, blotti contre un mur de caisse, se trouve une petite lampe à huile. Sa lueur tremblante révèle une forme sombre allongée par terre. Je crie, un cri rauque déchirant le silence. C'est Paul, inerte. Son visage pâle et figé dans une expression d'horreur. Ses yeux grands ouverts et vides. Mais ce n'est pas le pire. À son côté, gravée sur le mur de pierre en lettres de sang séchées, une inscription terrifiante. Elle est la prochaine. L'ombre ne dort jamais. Le rictus de l'effroi. Je m'appelle Ethan, j'ai 25 ans et je suis en vacances à Chicago avec ma copine Maya. On vient de passer la soirée dans un bar branché du centre-ville et il est déjà 3 heures du matin. Les rues sont désertes, éclairées par des lampadaires blafards qui projettent des ombres menaçantes. Le froid glacial de l'hiver s'insinue dans nos vêtements et on se presse de rentrer à l'hôtel. En tournant dans une petite ruelle sombre, un frisson me parcourt le dos. Silence oppressant s'est soudainement abattu et l'air est devenu électrique. Maya s'est serrée contre moi, instinctivement. Au bout de la ruelle, un homme se tient immobile, adossé à un mur de briques. Un homme vêtu d'un costume de clown délavé. Son visage est caché par un masque grimaçant, figé dans un rictus terrifiant. On s'est figé, tétanisé par la peur. Le clown a lentement levé la tête, et ses yeux vides se sont posés sur nous. Un rire d'outre-tombe a jailli de sa gorge, un rire qui a fait vibrer les murs de la ruelle. Sans réfléchir, j'ai attrapé la main de Maya et j'ai couru. On a couru aussi vite que nos jambes pouvaient nous porter, poussés par l'adrénaline.
Le rire du clown résonnait derrière nous, se rapprochant à chaque foulée. On a déboulé sur une avenue plus large, éclairée par des néons. Des voitures étaient garées le long des trottoirs, mais elles étaient toutes vides. On était seuls face à l'horreur qui nous poursuivait. Soudain, un cri a déchiré la nuit. Maya a trébuché et est tombée par terre. Je me suis retourné et j'ai vu le clown. Il brandissait une hache ensanglantée, ses yeux brillants de folie. J'ai hurlé de rage et de peur. J'ai ramassé une poubelle en métal et je l'ai lancée sur le clown. La poubelle l'a atteint en plein visage, le faisant tomber à terre. On a profité de ce moment de répit pour se relever et courir de nouveau. On a couru sans savoir où aller, juste pour s'éloigner de cette créature de cauchemar. On a couru pendant des minutes qui nous ont semblé une éternité. Puis le rire du clown s'est estompé. On s'est arrêté, essoufflé et tremblant. On était en vie, et pour combien de temps? On a erré dans les rues de Chicago pendant 1 heure, hagard et perdu. On a finalement trouvé un taxi qui nous a ramenés à l'hôtel. On s'est enfermé dans notre chambre, incapable de dormir. On n'arrivait pas à effacer de nos mémoires le visage terrifiant du clown et son rire diabolique. Arachnophobie. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 28 ans et je vis seule dans un petit appartement à Paris. L'arachnophobie est mon ombre depuis toujours. La simple vue d'une araignée me tétanise et me fait hurler de terreur. Une peur irrationnelle, je le sais, mais qui me hante depuis l'enfance. Ce soir, je suis rentré chez moi après une journée éprouvante. La fatigue pesait sur mes épaules et un sentiment de stress tenace m'habitait. En allumant la lumière du salon, une ombre furtive a attiré mon attention sur le mur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, un frisson glacial parcourant mon corps. Je me suis approché du mur, le souffle court, les yeux fixés sur cette silhouette menaçante. L'ombre était toujours là, immobile, comme une présence tapie dans l'obscurité. J'ai tendu la main, tremblante, pour la toucher. Mes doigts ont frôlé une surface fine et fragile, cédant sous la pression. Une toile d'araignée. Le sang s'est figé dans mes veines. La toile était invisible à l'œil nu, mais sa réalité était palpable. Une toile tendue entre le mur et le plafond. Un piège invisible tendu par une créature que je redoutais tant. La panique s'est emparée de moi. J'ai fouillé l'appartement avec une frénésie teintée de terreur, à la recherche de l'araignée. J'ai scruté chaque recoin, chaque ombre, chaque espace susceptible de cacher son antre. Sous les meubles, derrière les rideaux, dans les coins les plus sombres, j'ai traqué l'invisible menace. Mais en vain. L'araignée était insaisissable. Sa présence se manifestait par des indices ténus. Un fil soyeux sur le sol. Une toile minuscule dans un angle oublié. Un sentiment d'impuissance et de terreur grandissait en moi, me laissant à la merci de cette créature tapie dans l'ombre. Le réel et l'imaginaire se sont confondus. Des hallucinations terrifiantes ont envahi mon esprit. Des araignées de toute taille et de toute couleur grouillaient partout. Elles couraient sur les murs, sautaient sur le lit, se balançaient au plafond. Leurs pattes velues me frôlaient, leurs crocs acérés menaçaient ma chair. J'ai hurlé de terreur, une douleur sourde étreignant ma poitrine. L'appartement s'est transformé en un enfer arachnéen, un monde de cauchemars où la peur était reine. Je n'ai eu qu'une seule pensée, fuir loin de cet endroit maudit. Et là, le trou noir. Je me suis réveillé à l'hôpital, dans une chambre stérile baignée de lumière blanche. Un médecin au visage bienveillant se tenait à mon chevet. Il m'a parlé de psychose, d'hallucination, m'assurant que les araignées n'étaient pas réelles. Mais ces paroles n'ont pas apaisé la terreur qui m'étreignait. Je les ai vues, je les ai senties. Elles étaient là, quelque part, dans les profondeurs de mon esprit, prêtes à ressurgir à la moindre occasion. Le doute s'est installé en moi, un voile opaque sur la réalité. L'angoisse et la peur me hantent encore aujourd'hui. Étaient-elles réelles
Ou était-elle le fruit de mon imagination détraquée? La frontière est devenue poreuse, et je suis condamné à vivre avec cette incertitude. La planche maudite. Je m'appelle Gabriella, j'ai 23 ans, et je suis en vacances en Italie avec mes amis. L'air y est lourd de secrets et de légendes oubliées. La vieille villa toscane que nous louons, isolée sur une colline surplombant les vignobles, semble murmurer des histoires anciennes. Un frisson d'appréhension me parcourt le dos dès mon arrivée. Un jour, fouillant dans le grenier poussiéreux, nous tombons sur une vieille planche de Ouija. Son bois est craquelé, ses lettres gravées à moitié effacées par le temps. Une fascination malsaine s'empare de nous. Malgré les mises en garde des villageois, qui chuchotent des histoires de forts obscures et de malédictions ancestrales, nous décidons de l'utiliser. La nuit venue, nous nous réunissons dans la salle à manger, l'esprit bouillonnant d'une curiosité teintée de peur. La lumière des bougies vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le silence est oppressant, brisé seulement par le vent qui hurle à travers les fenêtres. Nos doigts se posent sur la planchette en bois, tremblant d'excitation et d'appréhension. Un silence pesant s'installe, suivi d'un grincement sinistre. La planchette se déplace lentement, indiquant des lettres qui forment des mots. Qui êtes-vous? Une vague de froid glacial traverse la fenêtre, faisant vaciller les bougies. Un sentiment de terreur s'empare de moi, comme si une présence invisible nous observait. La planche continue à répondre, révélant des secrets que nous aurions préféré garder cachés, des événements passés que nous ne pouvions pas connaître. Soudain, les lumières s'éteignent, nous plongeant dans une obscurité totale. Un vent violent souffle à travers les fenêtres, faisant claquer les volets et gémir les arbres comme des âmes en peine. Des bruits étranges se manifestent, des murmures indistincts, des chocs sourds, des pas feutrés dans le couloir. La panique s'empare de nous. Nous sommes figés de peur, incapables de bouger. La planche de Ouija se met à trembler violemment. La planchette se déplace frénétiquement d'une lettre à l'autre. Un mot terrifiant se dessine. Partez. Hantés par la peur, nous nous précipitons vers la sortie. La maison semble se refermer sur nous, les murs se contractant comme des griffes géantes. Des objets volent dans la pièce, brisant le silence de la nuit. Une force invisible nous retient, nous poussant à rester. Dans un ultime effort de survie, nous rassemblons notre courage et luttons contre cette force obscure. Nous ouvrons les portes de la villa et une rafale de vent glacial les claque violemment, nous enfermant dans cet enfer. Des crissements et des hurlements démoniaques résonnent dans la maison. Nous sommes acculés, traqués par une terreur indicible. La planche de Ouija tremble violemment, la planchette indiquant des lettres que je commence à dire à haute voix. Les lettres forment une seule phrase. Vous ne partirez jamais. L'appel du silence. Je m'appelle Iris et je vis à Londres. Il est 00h30 et la ville s'endort, enveloppée dans un silence cotonneux. Seul dans mon appartement, je suis incapable de trouver le sommeil. J'ai un mauvais pressentiment qui m'envahit. Soudain le téléphone sonne. Un son qui brise le silence de la nuit. Je sursaute, le cœur accélérant la cadence comme lors d'un sprint. Hésitante, je décroche. Le silence. Un silence oppressant qui me glace le sang. Je suis figé, incapable de prononcer un mot. Puis une voix grave et rauque, qui murmure mon nom. Iris. C'est là que ma vie bascule. Des appels incessants, jour et nuit. Des appels anonymes, ponctués de menaces voilées et d'insultes abjectes. Chaque son me fait sursauter, chaque ombre me semble menaçante. Je suis traqué, observé. Mais par qui? La peur me paralyse, empêchant de dormir, de manger, de vivre. Je suis devenu l'ombre de moi-même, une silhouette fantomatique qui erre dans son propre appartement. Mes amis s'inquiètent pour moi et me supplient de porter plainte. Mais la terreur m'en empêche. Je
Je me mure dans un silence, prisonnière d'une toile invisible tissée par mon harceleur. Chaque son me rappelle la présence invisible qui me guette. Un claquement de porte, un miaulement lointain, le bruissement du vent dans les arbres. Tout me semble suspect. Je suis à bout de force, bout de nerfs. La solitude me consume, me prive de toute raison. Je suis seul face à ma peur. Un soir, le téléphone sonne à nouveau. Je décroche, la rage et la terreur mêlées dans ma voix. T'es qui? Tu veux quoi? Le silence. Un silence assourdissant qui me glace le sang. Je raccroche, le stress boosté par l'adrénaline. Je me précipite vers la salle de bain, l'esprit bouillonnant. En me regardant dans le miroir, j'ai la chair de poule. Derrière moi, dans le reflet, une silhouette se dessine. Une silhouette sombre, impossible à identifier. Je me retourne brusquement, mais la salle de bain est vide. Seule la lumière blafarde du néon éclaire la pièce. Je suis en train de devenir folle. Le lendemain, le téléphone reste silencieux. Un calme étrange s'installe. Une paix presque irréelle après tant de terreur. Mais la peur s'est transformée en une angoisse sourde. Un sentiment de vide qui m'accompagne partout. Je suis enfin libérée ou c'est le calme avant la tempête? Je sors de mon appartement déterminé à reprendre ma vie en main. Mais chaque regard, chaque mouvement me semble suspect. Soudain, mon téléphone vibre. Un message. Une seule phrase. Je suis toujours là. Le souffle coupé, je regarde autour de moi. La rue est déserte. Je suis seul. Et je sais qu'il est là, quelque part, me regardant, attendant son heure. Les jours suivants se transforment en un cauchemar réveillé. Le harcèlement s'intensifie. Des appels, des messages, des lettres anonymes. Mon harceleur connaît le moindre de mes faits et gestes. Comme s'il était tapi dans l'ombre, observant chaque instant de ma vie. Je suis à bout, incapable de me défendre. La peur me ronge de l'intérieur, me privant de toute volonté. Je suis devenu une marionnette entre ses mains, une proie traquée et terrifiée. Un soir, alors que je rentre chez moi, une silhouette m'attend dans l'obscurité. Un homme grand, musclé, habillé en noir, le visage dissimulé dans l'ombre. Un cri d'effroi s'arrache de ma bouche. Je recule d'un pas, mes jambes tremblantes sous le poids de la terreur. L'homme ne bouge pas, son regard caché par l'obscurité. Sors de l'ombre. Parvient à articuler d'une voix tremblante. Un rire glacial dénué d'humanité sort de l'obscurité. Le son me glace le sang. Tu vas voir qui je suis, Iris. Murmure la voix rauque que je reconnais trop bien. Me pousse violemment de sa main, me faisant trébucher. Je tombe sur le sol, sans défense, et complètement terrifié. Tu n'as encore rien vu. Poursuit-il en se rapprochant. Le spectacle ne fait que commencer. Je me lève et me mets à courir, dévalant la rue sans savoir où aller. Mes poumons me brûlent, mes jambes me font mal, et je ne peux pas m'arrêter. Je l'entends derrière moi, ses pas lourds et réguliers. Il me rattrape, son rire glacial résonne dans la nuit. Je débouche dans une ruelle sombre, une impasse. Je suis coincé, sans issue. Je fais demi-tour et je me stoppe net. L'homme se tient devant moi, sa silhouette massive me bloquant la fuite. Il sort lentement de l'ombre, son visage enfin révélé. Une cicatrice hideuse traverse son œil droit, lui donnant un air sinistre et dérangé. C'est un inconnu. Un homme que je n'avais jamais vu. Mais ses yeux noirs et froids me semblent familiers. Ils me connaissent. Ils reflètent une connaissance intime de ma vie, de mes secrets. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas, Iris? Sa voix est un chuchotement menaçant. La terre se dérobe sous mes pieds. Une vague de souvenirs me submerge. Un incident oublié de mon passé. Un visage enfoui dans les méandres de ma mémoire. Des années auparavant, j'avais été témoin d'un crime horrible. Un crime commis par cet homme, ce monstre qui me hante aujourd'hui. Je n'en avais jamais parlé, paralysé par la peur. Et maintenant il est là, me forçant à affronter les conséquences de mon silence. Un cri primal s'échappe de mes lèvres. Un cri de terreur, de colère et de regret.
Soudain, des bruits de pas se font entendre au loin. Des phares percent l'obscurité de la ruelle. L'homme se retourne, hésitant un instant. C'est ma chance. Je rassemble mes dernières forces et le pousse. Il perd l'équilibre et s'effondre dans l'obscurité. Je n'attends pas de voir s'il se relève. Je cours aussi vite que possible, jusqu'à ce que les lumières de la rue et les silhouettes des passants me fassent sentir que je suis en sécurité. Le bunker. Je m'appelle Michael, j'ai 25 ans et je suis un grand fan d'urbex. Cheveux bruns coiffés en bataille, barbe naissante et regard vif, je suis un explorateur des ruines oubliées. Aujourd'hui, mon objectif est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, perché sur une falaise surplombant la Manche. L'adrénaline monte en moi, tandis que je m'approche du site, l'excitation du danger mêlée à l'attrait du mystère. Le bunker est une masse de béton grise, battue par les vents et les embruns. Je m'engouffre dans l'obscurité, une lampe torche à la main, le silence brisé par le seul écho de mes pas. Les murs sont couverts de graffitis et de traces de vandalisme, vestiges d'une époque révolue. L'air est froid et humide. L'odeur de salpêtre me chatouille les narines. En progressant dans ces couloirs labyrinthiques, je découvre une salle différente des autres. Au centre, un trou béant dans le sol, une chute vertigineuse vers l'inconnu. Je m'approche prudemment, la fascination luttant contre la peur. Je m'accroupis et tends la main pour sonder l'obscurité. Des bruits étranges venant du fond de cet abysse me foulent les jetons. Soudain, une rafale de vent violente me fait basculer. Je hurle de terreur tandis que je tombe dans le vide sans pouvoir me raccrocher. Je me réveille quelques heures plus tard, sonné et confus. Ma lampe torche gît à quelques mètres de moi. Je la récupère et j'essaie de comprendre où je me trouve. L'endroit est très sombre et un nuage de poussière est présent dans l'air. Je constate un seul et unique passage, un couloir glauque, sombre et dépourvu de vie. J'entends des bruits de pas, des grattements, des sifflements venir de ce couloir. Mais je n'ai pas le choix. C'est le seul chemin que je peux prendre pour sortir de cet endroit terrifiant. Je me redresse, le corps endolori, et je m'engage dans ce couloir, déterminé à retrouver la sortie. Chaque pas est une épreuve. Le sol est plein de gravats, et je dois faire attention de ne pas trébucher. Mais ce n'est pas tout. Je me retourne constamment, sentant une présence qui me colle et me suit, un souffle dans mon cou, la sensation qu'on me touche, qu'on me tire le bras ou bien qu'on me pousse légèrement. Je suis terrifié, mais je fais tout pour garder mon sang-froid et continuer à avancer. Enfin, j'atteins la sortie et me retrouve en plein air. La lune est déjà haute dans le ciel et ce calme me semble irréel après la peur que j'ai ressentie. Le djinn. Je m'appelle Ophélie, j'ai 22 ans et je suis réunionnaise pure souche. À l'époque, j'ai 16 ans. Et ce soir-là, je suis chez moi, l'esprit tranquille, lorsque mon téléphone vibre. C'est un message de Julien, mon pote d'enfance, toujours partant pour l'aventure. Son message est court et intrigant. Soirée Ouija ce soir chez Sarah, tu viens? Ses parents ne sont pas là ce soir. Sarah est une amie de longue date, passionnée par le spiritisme depuis quelques mois. L'idée me fait frissonner, mais l'excitation l'emporte. Ok, je suis partante, réponds-je. La maison de Sarah est perchée sur les hauteurs de Saint-Gilles, surplombant l'océan Indien. La nuit est noire, éclairée par la pleine lune. On est 6, Julien, Sarah, Mathieu, Anaïs, Lucas et moi. L'ambiance est inquiétante, un mélange d'excitation et d'appréhension. Sarah installe la planche de Ouija sur une petite boîte, entourée de bougies. L'air est soudainement plus frais, comme si une présence invisible s'était invitée parmi nous. On pose nos doigts délicatement sur la planchette en bois. Le silence est étouffant, aucun bruit n'est émis. « Es-tu là ?» chuchote Sarah. La planchette se met à trembler, se déplaçant lentement sur le plateau. On a tous la frousse. « Qui es-tu » demande Mathieu,
hésitant. La planchette se met à bouger. Le mot se forme lettre par lettre. D, J, I, N, N, Jean. La peur s'installe en nous. Une rafale de vent glacé balaie la pièce, les bougies manquant de s'éteindre. Que veux-tu ? Demande Anaïs, les yeux écarquillés. R, E, V, E, N, I, R. Revenir. Le mot apparaît suivi d'une série de chiffres. 1, 9, 9, 4. 1994 ? S'interroge Lucas. Qu'est-ce que ça signifie ? Soudain, Sarah se met à trembler. Ses yeux se révulsent. Sa voix se transforme, devenant grave et caverneuse. Et elle dit : Je suis là pour vous avertir. Un danger vous guette. Vous devez partir. Nous sommes terrifiés. Et Sarah se précipite vers la fenêtre, l'ouvre, se retourne vers nous et hurle. Partez! Fuyez! Une force invisible nous propulse hors de la maison. On court dans la nuit sans savoir où aller. C'est tous éparpillé. On se rejoint, flippé et sidéré. La maison de Sarah est plongée dans le noir. On appelle la police, complètement traumatisé. On est tous interrogés, nos récits décousus et incohérents. L'absence de preuves concrètes et la nature extraordinaire de notre expérience alimentent les rumeurs. Certains nous accusent de mensonges, d'autres murmurent qu'on a fait de la sorcellerie. Le traumatisme est profond. Sarah, la plus affectée, est internée en psychiatrie. Les médecins diagnostiquent un stress post-traumatique aigu. Les mois passent, la douleur s'estompe, mais les questions persistent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là ? Est-ce que c'était une hallucination collective ? Ou bien on a réellement été en contact avec une force surnaturelle ? Bien sûr, depuis cette soirée, on n'a plus jamais joué avec ça. D'ailleurs, les parents de Sarah ne veulent plus du tout entendre parler de nous. Le parking. Je m'appelle Louise. J'ai 28 ans et je suis graphiste. Je suis une femme ordinaire, timide et souvent dans mon monde. Le soir, je sors du taf, mais cette fois-là, je suis seul. D'habitude, on est plusieurs à sortir du boulot en même temps, mais j'ai tardé et du coup, il n'y a pas un chat sur le parking. Et j'ai super peur. Les lumières ternes projettent des ombres sur les murs en béton. Je presse le pas totalement crispé, le silence amplifiant chaque son. Soudain, j'entends des pas. Je me retourne en me disant que c'est un collègue. Mais il n'y a personne. Je continue mon chemin, essayant de ne pas paniquer. Mais les pas se rapprochent. Je me retourne encore, et cette fois je le vois. Un homme, grand et trapu, avec une doudoune sombre, se dirige vers moi, son visage caché dans l'ombre. Je presse le pas, mes chaussures glissent sur le sol lisse. L'homme me poursuit, ses pas rapides et déterminés. Je cours, cherchant une issue, une porte de secours, mais tout est fermé. Je suis acculé dans un coin, le cœur pulsant dans ma poitrine. L'homme se dresse devant moi, ses yeux remplis de rage. Il me chope par le bras et me plaque contre le mur. Il me serre le cou. J'essaie de me débattre, mais je commence à perdre connaissance. Dans un acte de désespoir, je lui assène un gros coup de genou, là où ça fait mal. Il crie de douleur et tombe à terre. Je profite de son état pour m'enfuir. Je cours à travers le parking, les poumons brûlants, mes jambes flageolantes. J'atteins ma voiture et m'engouffre à l'intérieur, tremblante et sidérée. Je verrouille tout et démarre le plus vite possible. Le lendemain, je porte plainte et la police enquête. Mais l'homme reste introuvable. L'image de son visage m'obsède. Je ne peux plus retourner au parking, même conduire seul. La peur me paralyse. Un jour, je rencontre par hasard un homme qui a été agressé dans le même parking que moi. On échange alors nos témoignages et on réalise que nos agresseurs correspondent à la même description. Décidé à ne pas laisser le coupable s'en sortir, on s'associe et on enquête par nos propres moyens. Après plusieurs semaines de recherche, on finit par identifier l'homme. Il s'agit d'un des gardiens du parking, un homme discret et solitaire, passé inaperçu. Grâce à nos preuves, la police l'arrête et il est condamné à une peine de prison ferme.
Harcèlement virtuel. Je m'appelle Juan, j'ai 27 ans et je suis un influenceur sur les réseaux sociaux. Je suis passé de l'anonymat à la célébrité virtuelle en quelques mois. Ce soir, je suis chez moi, en direct sur Instagram, partageant ma vie avec mes abonnés. L'ambiance est festive et les commentaires défilent à toute vitesse. Soudain, un message attire mon attention. Une petite phrase, répétée en boucle. C'est la fin pour toi. Je suis d'abord surpris, puis agacé. Je pense à un troll malveillant et ignore le message. Mais il revient, encore et encore, toujours la même phrase. C'est la fin pour toi. La peur commence à s'installer en moi. Je ferme le live, mais les messages continuent d'arriver sur d'autres plateformes. YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ils viennent tous de comptes anonymes, avec des photos de profil vides. Je suis en état de siège, reclus chez moi, traqué par ces messages menaçants. Je dors peu, mange à peine, le regard constamment rivé sur mon téléphone. Je tente de bloquer les comptes, de signaler les messages, mais rien n'y fait. Ils sont partout, comme une présence invisible qui me ronge de l'intérieur. Je commence à perdre la raison. Je vois des silhouettes dans la rue, j'entends des bruits dans la nuit. La peur est devenue mon ombre, me suivant partout. Je me confie à mes amis, à ma famille, et personne ne me comprend vraiment. Un jour, je reçois un colis anonyme. À l'intérieur, une photo de moi, imprimée sur du papier glacé, avec une phrase écrite en lettres rouges sur un petit papier noir. C'est la fin pour toi. Je suis brisé, anéanti. Je ne sais plus quoi faire, ni à qui faire appel. Je suis seul face à ce harcèlement qui me hante. Après des semaines de recherche acharnée, je finis par identifier l'origine des messages. Il s'agit d'un ancien ami, jaloux de mon succès et rongé par la haine. Je le confronte. Il avoue tout, sa rage, sa frustration, son désir de me détruire. Je suis en colère, mais aussi triste. J'ai perdu un ami et j'ai découvert la face sombre de la célébrité virtuelle. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.